Toutes les formes ont leur propre dimension que nous devons respecter. Mais il ne faut pas oublier aussi que ces choses appartiennent à un univers dont nous ne devons jamais briser l'harmonie. Tel est l'art de la peinture. Au premier plan, l'amorce d'une vague. Au deuxième plan, une autre vague s'élève, écumante. Au troisième plan, une vague commence à déferler. 3 barques sont prises dans les remous. Au centre, dans un ciel d'orage, une pointe désignée comme une montagne. Dans un cartouche, en effet, le titre de la série, Fogaku Sanjurokai, les 36 vues du Fuji. Puis celui de l'image, Kanagawa Oki Nami Ura, sous la vague, au large de Kanagawa. À gauche du cartouche, la signature, Okuzai Aratame Hitsu Itsu. Okuzai changeant son nom en Itsu. Communément appelée la vague, ou la grande vague, cette image est la plus célèbre des estampes japonaises, ces impressions sur papier obtenues à partir de gravures sur bois. La série 36 vues du Fuji, à laquelle appartient la vague, a été imprimée entre 1831 et 1834 sur des feuilles volantes que certains amateurs cousaient ensemble ou collaient dans des albums. Okuzai dessinera en fait 10 vues de plus. Point commun à ces 46 estampes, le mont Fuji. Volcan assoupi depuis peu, c'est la plus haute montagne du Japon, 3776 mètres. Son sommet enneigé est visible l'hiver de plusieurs provinces du centre. Avec ses pentes de pierrailles volcaniques noires et rouges, la montagne effraie et fascine. Cachée par nuées et brouillards à la saison chaude, elle se dérobe souvent au regard. Lieu de pèlerinage de sectes shintoïstes, site de méditation bouddhique ou même d'ascension sportive, le Fuji est resté un des symboles du Japon moderne. L'image du volcan sacré était présente dans de nombreux temples. Elle était distribuée comme porte-bonheur. Dans plusieurs estampes, Okuzai joue avec ce cône presque parfait. Le Fuji est là, tantôt proche, tantôt lointain. À ses pieds, des scènes de la vie quotidienne. Cueillette du thé à Katakula. Sciage du bois dans les montagnes de Totomi. Des charpentiers dans le quartier de Honjo à Edo. C'est là qu'était né Okuzai en 1760. Adopté par un miroitier de la cour, il a commencé à dessiner d'après nature à l'âge de 6 ans. Il sera toujours très attentif à la vie des gens simples. Au col de Mishima, 3 voyageurs tentent d'encercler de leurs bras tendus un cryptoméria géant. Voyageurs et pèlerins sont foule à parcourir à pied ou à cheval la fameuse route du Tokaido. Elle joint Edo, futur Tokyo, la ville du shogun, le chef militaire, à Kyoto, la ville de l'empereur. Chaque étape apporte son lot de curiosités naturelles, torrents, rivières, gués, bras de mer, rochers abrupts. Avec sa grande vague, Okuzai adopte un point de vue exceptionnel. Nous sommes en pleine mer, au sud de la baie de Tokyo, au large de Kanagawa, à 90 km environ à l'ouest du Fuji. Les barques sont des ashokuri,
des jonques spécialisées dans le transport par mer des légumes et du poisson vers la capitale. Orientées vers le sud-ouest, elles reviennent donc à vide. Les rameurs sont 8 par barque, cramponnés à leurs rames relevées. Avec les autres marins embarqués, 30 hommes sont donc pris dans la tempête. これは花魁ではございませんが、観音様の水茶や浪速の沖田、いずれも当時評判の美人でございます。これは新しく出ました続きものでございます。さあどうぞ。 Les éditeurs d'estampes tenaient boutique et fournissaient une nombreuse clientèle. Vers 1765 était apparue une impression en plusieurs couleurs. L'estampe est nommée ukiyo-e, image du monde flottant, ou image du monde éphémère. Scène de la vie d'Edo, portrait d'acteur du théâtre kabuki, portrait de courtisane. L'image érotique, ou shunga, est très recherchée. Okuzai en inventera plusieurs, comme l'avaient fait tous ses prédécesseurs, et en particulier son aîné de quelques années, Utamaro. Les estampes étaient si courantes dans toutes les classes sociales qu'elles servaient parfois de papier d'emballage pour les porcelaines ou d'autres objets. C'est d'abord sous cette forme qu'elles arrivent en Europe vers 1850. Elles attirent aussitôt l'attention des peintres. Monet les collectionne. À Giverny, au milieu des autres estampes, la vague. S'inspirant d'une image d'Hiroshige, le peintre se fait construire un jardin d'eau et un pont couvert de glycine. Il reprend dans ses tableaux l'idée de série et bien des thèmes, des cadrages ou des rythmes plastiques des Japonais. La plupart des peintres de son époque subiront les mêmes influences. La vague sera aussi plus tard à l'origine du poème symphonique de Claude Debussy, La mer. Quant à Cézanne, sa poursuite de la montagne Sainte-Victoire évoque bien sûr celle de l'artiste japonais et du Fuji. D'ailleurs, comme le feront les impressionnistes, Okuzai, à la fois peintre et dessinateur, va souvent sur le motif et aime se montrer ainsi. L'artiste changera des dizaines de fois de nom en même temps que de style. En 1797, à 37 ans, il prend le nom de Okuzai. Dès cette époque, il montre souvent le Fuji. À partir de 1814, il publie des albums de dessin, les mangas, des manuels pour apprentis dessinateurs qui sont de véritables encyclopédies. Animaux, plantes, personnages, scènes de la vie quotidienne, caricatures, bêtes fantastiques. Il se rend célèbre par ses séries de paysages, chutes d'eau, ponts. Okuzai se caricaturait volontiers en Gakyorojin, le vieux fou de peinture, comme il s'était lui-même surnommé. Lorsqu'il dessine et publie ses 36 vues, il a plus de 70 ans. Le peintre exécutait un dessin original à la pointe du pinceau sur un papier mince et translucide. Le graveur retournait la feuille et la collait sur une planche de bois poli. Le papier était ensuite sacrifié à mesure de la taille de la planche. Le graveur évidait les surfaces à l'aide de gouges. Il travaillait en épargnant les traits
et les aplats nécessaires à l'impression. Le dessin était gravé au canif. Le bois le plus utilisé était du sakula, une variété de cerisier choisie pour sa dureté et pour la possibilité d'y graver des lignes très fines. Le graveur ciselait d'abord le bois de trait, c'est-à-dire la planche qui portait les contours du dessin, les textes des légendes et la signature. Il préparait ensuite autant de bois de teinte qu'il y avait de couleurs à imprimer en aplat. À chaque couleur correspond donc un relief gravé. Pour s'assurer du bon calage des impressions successives sur chaque planche, le graveur aménageait des encoches, les kento, un angle droit et une ligne droite. L'étape suivante relevait d'un autre artisan, l'imprimeur. Les couleurs étaient des pigments traditionnels dilués à l'eau. Dans la vague, un noir à base d'encre de Chine, un jaune, de l'ocre jaune ou de l'or piment, et un bleu, du bleu de Prusse, importé par les marchands néerlandais à partir de 1829. Les 36 vues du Fuji sont annoncées fièrement par l'éditeur Nishimura Eijido en 1831 comme composées au bleu de Prusse. Et en effet, le bleu abonde dans chaque estampe. L'imprimeur déposait sur la planche de trait une touche de bleu et une touche de colle de riz qui servait de liant. Il les étalait en les mélangeant à l'aide d'une brosse. Il appliquait sur la planche une feuille de papier d'abord humidifiée, en la calant précisément dans les marques des kento. Il la frottait au verso d'un mouvement régulier à l'aide du barène, un petit tampon enveloppé de feuilles de bambou sèches, ramené au-dessus en poignée. Les nervures des feuilles de bambou, raclant les motifs gravés, assuraient la bonne répartition de la couleur sur le papier. L'imprimeur répétait l'opération autant de fois qu'il voulait préparer des stampes. Puis il changeait de planche et imprimait successivement les couleurs, des plus claires aux plus sombres. Selon la tradition, la vague aurait été imprimée en 8 passages. D'abord donc le dessin général, mais aussi les surfaces teintées par le bleu de Prusse dense, surfaces qui, par contraste, paraîtront presque noires sur l'épreuve finale. Puis un jaune léger, celui des barques, venait ensuite le jaune du ciel, le dégradé gris clair du ciel, le gris des barques. L'imprimeur passait ensuite aux zones bleu clair, puis aux zones d'un bleu plus dense. Enfin, il achevait l'estampe avec le noir du ciel et du pont de l'une des barques. Lors de chaque opération, la crête des vagues, les traînées d'écume, les gouttes d'écume qui retombent, les visages des marins et les neiges du Fuji sont restés en réserve et c'est le papier d'origine qui leur confère cette teinte d'un blanc éclatant. Les textures sont encore enrichies par le grain du papier, les stries du barène ou la trace des fibres du bois de gravure. Avec 3 pigments seulement, Hokusai est parvenu à inventer une image colorée et contrastée. D'un tirage à l'autre, on observe des différences de hauteur et de densité du ciel noir autour du Fuji. Hokusai lui-même, qui avait été graveur pendant son adolescence, suivait attentivement l'impression de ses estampes. Des gris trop appuyés rendraient l'estampe moins plaisante. Dites, je vous prie, aux imprimeurs que le ton pâle doit ressembler à une soupe de coquillages. Par contre, s'ils éclaircissent trop le ton sombre, ils ruineront la force du contraste.
Aussi faut-il expliquer que le ton soutenu devrait avoir une certaine épaisseur, comme la soupe aux pois. L'imprimeur pouvait d'ailleurs produire à volonté des gradations tonales. Ainsi, vent frais par matin clair, la frontière entre la zone verte et la zone rougeâtre varie d'un tirage à l'autre. Il existe même une très rare variante, la montagne a été traitée en blanc et bleu. Ces variations ont beaucoup intéressé les collectionneurs. Les bois gravés permettaient l'impression d'au moins 300 feuilles avant l'usure des traits. Mais rien n'empêchait un éditeur de faire regraver de nouvelles planches, comme le font encore aujourd'hui quelques artisans imprimant des estampes à l'ancienne. L'éditeur disposait de plusieurs formats selon le découpage des grandes feuilles produites par les papetiers. Les 36 vues ont été imprimées sur des papiers de format Oban, soit 25 cm,5 sur 37 à 38. Ce rectangle assez allongé permet la mise en place de panoramas. Hokusai se sert du même format, mais à la verticale, pour sa série des cascades. Hokusai s'est beaucoup intéressé au traitement de la perspective par les artistes européens. Mais il joue plutôt sur les aspects plastiques et poétiques du paysage. Ainsi, le reflet du Fuji sur le lac de Misaka est placé non pas dans l'axe de vision du spectateur, mais plus à gauche, image évidemment impossible. Hokusai procède souvent en associant formes et lignes géométriques. Dans les 36 vues, le Fuji apparaît enfermé dans un cercle, dans un triangle, dans des rectangles emboîtés. Ou encore la montagne s'accorde avec le toit du temple de Hongaji, ou le fil du cerf-volant, les courbes de la route, ou la torsion des voiles d'une jonque. Dans ces mangas, l'artiste a une approche très analytique des formes naturelles. Il s'agit pour lui de saisir l'essence même des choses. Il revient souvent à la mer, étudie vagues, tourbillons, écumes. Dans plusieurs estampes anciennes, Hokusai avait assimilé la vague à une matière dense et uniforme, presque minérale. Dans une estampe plus tardive, il montre des vagues très agitées, menaçant des barques de pêche. Dans les 36 vues, il décrit le violent ressac du fleuve au pied du promontoire, d'où un pêcheur a jeté ses filets. Il réunit tous ces thèmes dans la grande vague. Hokusai travaille par assemblage de rimes plastiques. Le Fuji, pointe bleue et blanche, apparaît d'abord comme une vague, d'autant qu'il surgit juste derrière une barque. Il est comme un écho de la vague du premier plan. L'image est tissée de courbes. Surface des eaux qui se creusent au rythme du train de vagues, filets à l'intérieur des vagues qui s'incurvent selon la poussée verticale, dos des lames, pente du Fuji, elle-même de courbes opposées. L'ensemble est entraîné et dominé par la grande vague,
qui semble se déployer selon une spirale parfaite dont le centre coïncide avec celui de l'estampe. Selon les principes de la peinture chinoise ancienne, le plein de la vague s'oppose au vide du ciel. Les deux surfaces s'encastrent l'une dans l'autre, comme le noir et le blanc dans la double figure du yin et du yang. Enfin, les courbes de l'écume engendrent d'autres courbes qui se divisent à leur tour. Une multitude de petites sous-vagues répètent la forme de la vague mère. De telles images, que la science moderne a qualifiées de fractales, sont une sorte d'illustration de l'infini. Hokusai aime tant son image qu'il la reprend quelques années plus tard dans un album de gravures en 3 volumes, Les 100 vues du Fuji. Même rapport entre la vague et le volcan, même jaillissement d'écume, mais cette fois, les éclats se confondent avec un vol d'oiseaux de mer. Les jonques représentées dans l'estampe sont des embarcations d'environ 12 mètres. Par comparaison, la grande vague a donc 14 à 16 mètres de hauteur. C'est une très forte tempête, sans doute un typhon. Les barques n'ont que peu de chances d'en réchapper. Pour le japonais qui lit verticalement et de droite à gauche, les barques vont dans le sens faste. La vague, elle, va dans le sens néfaste. Pour tous, l'idée demeure d'une violente opposition des mouvements, opposition qui ne peut mener qu'à la catastrophe. Hokusai aime saisir un instant d'une infime brièveté. Un éclair au pied du Fuji. La seconde même où, sur le toit du magasin Mitsui, le couvreur vient de lancer un pignon à son collègue. Le moment à l'aube où l'habitant de la jonque jette ses eaux sales, réveillant un couple de hérons. Ou bien, sur la route d'Ejiri, l'envolée brusque des papiers et du chapeau d'un voyageur maladroit. Il se sert de ces instantanés pour mettre en scène des images poétiques ou cocasses. Cette fois, il saisit un moment très particulier, celui où la vague s'étant démesurément gonflée et élevée, reste suspendue, compacte, comme immobile avant de s'effondrer. L'image que montre Hokusai correspond à ce que le cinéma désignera comme suspense. Il y a 2 futurs possibles. Ou bien les barques fragiles vont être écrasées par l'énorme vague, ce que suggère l'imposant surplomb d'eau, ou bien elles vont réussir à la traverser, ce que suggère leur étrave effilée. Placez nous-mêmes dans la position d'un spectateur embarqué, donc sous la même menace mortelle que les marins, nous sommes confrontés à cet instant très bref et d'une inquiétante étrangeté. Un instant dilaté, figé par l'image de façon à faire durer la peur et l'incertitude. Une telle situation d'angoisse appelle le cri, la supplication, la prière, le recours à un monde magique. Hokusai renforce les effets scéniques par toutes sortes de petites notations. Le Fuji, au centre, est là comme une puissance apaisante, une force divine qui pourrait s'opposer à la vague. Mais le peintre le rend incertain. Il ressemble à une vague. Et puis, le volcan est une vague de terre, parfois aussi instable que la mer. L'écume qui retombe devant lui ressemble à des flocons de neige et renforce l'idée de montagne. Mais elle évoque aussi ces pluies de cendres meurtrières, si redoutées des Japonais.
Et la vague elle-même ne serait-elle pas un volcan qui commence à cracher son écume et ses tourbillons? Toute l'image joue sur ces multiples glissements de sens. Elle fait écho à bien d'autres images de l'artiste. La silhouette de la vague évoque un dragon géant. Hokusai dessine souvent des dragons, et en particulier celui du Fuji. La vague est comme la mort fantôme, perchée au-dessus des marins condamnés. Elle dresse ses bras, ses plis et ses replis, comme le fait avec ses tentacules la pieuvre, un animal qui hante Hokusai, aussi bien dans ses mangas que dans ses images érotiques. Le démon de l'analogie a saisi Hokusai jusqu'au moindre détail. Les éclats de l'écume deviennent des becs, des serres d'oiseaux de proie, des mains aux doigts crochus, des crocs, des mandibules d'insectes, des griffes acérées. L'estampe avait jadis été surnommée « image du monde flottant », pour souligner qu'elle rapportait des scènes vouées à la brièveté, à l'évanescence, à la mort, à l'oubli. Hokusai semble ici mettre en image littéralement cette expression, car quoi de plus flottant qu'une barque, et quoi de plus éphémère que la vie de ces hommes pris au large dans la tempête? Le bon génie du Fuji, tapi au fond de l'image, les sauvera-t-il à la dernière seconde? À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à dessiner toutes sortes de choses. À 50 ans, j'avais déjà beaucoup dessiné, mais rien de ce que j'ai fait avant ma 70e année ne mérite vraiment qu'on en parle. C'est à 73 ans que j'ai commencé à comprendre la véritable forme des animaux, des insectes et des poissons, et la nature des plantes et des arbres. En conséquence, à 80 ans, j'aurais fait plus de progrès. Et à 90 ans, j'aurais pénétré plus avant dans l'essence de l'art. À 100 ans, j'aurais véritablement atteint un niveau merveilleux. Et à 110 ans, chaque point, chaque ligne de mes dessins aura sa vie propre. Je voudrais demander à ceux qui me suivront de constater que je n'ai pas parlé sans raison.